À tous, bonjour Bud. Salut, bonsoir à tous. Salut Eteran. Alors aujourd'hui c'est Et un micro-migob un peu particulier puisque Galantil ne va pas pouvoir être là. Donc on a Bud qui vient pour le remplacer. Merci de venir le remplacer. Merci de m'accueillir. Tu viens toutes les semaines maintenant? Tu commences à squatter, c'est ça? Petit à petit? Après, ouais, j'ai trouvé un petit coin où dormir, ça va. Non, puis il fait bien chaud, donc c'est bien. Bon. Aujourd'hui, un autre point un peu particulier, donc déjà on n'a pas Galantil. Et deuxième point, c'est qu'on n'aura qu'un seul roster, on n'aura que Pedro qui va venir vous parler du chaos. Alors rassurez-vous, ou pas, parce qu'il y en a qui demandaient qu'il n'y ait qu'un roster par micro-migob, donc ceux-là vont être sûrement contents. Mais sinon ça reviendra à 2 rosters, parce que on va essayer quand même d'avancer sur tous ces rosters et d'essayer de les finir pour avril. Et donc à partir de la semaine prochaine, on a déjà les personnes qui vont passer la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc on reviendra avec 2 rosters à chaque fois. Comme à notre habitude, on va commencer par un petit point sur le nouveau Blood Bowl 2020. La semaine dernière, on avait parlé du nouveau tableau des coups d'envoi. Et aujourd'hui, on va faire un petit point sur le tableau des prières à Nuffle, et c'est Bud qui va nous en parler. Oui, tout à fait. Donc le tableau des prières, pour ceux qui ne savent pas, c'est on peut jeter donc un des 16 pour la ligue. Il s'affiche actuellement à l'écran. On peut jeter pour 50 000 en coup de pouce en inducement. On jette un dé et on fait l'effet en début de match. Et il n'est pas super cadré, mais ouais. Ouais, je vais essayer de ça va se faire. Et j'essaie de l'agrandir un peu. C'est un effet plutôt aléatoire qui dure généralement un drive, voire une mi-temps, voire le match qui est plus rare. Et voilà. Et on peut aussi gagner ses prières, enfin un jet sur ce tableau, si la différence des équipes après l'achat des coups de pouce dépasse les tranches de 50 000. Donc c'est un jet par tranche de 50 000. Donc voilà, je sais pas, ça arrivera souvent si c'est prévu. On n'a pas encore fait d'essai vraiment pour comprendre. Mais voilà. Donc, le tableau, donc là, oui, il est coupé justement. Là, le tableau de prière, il y a 16 itérations pour le format Ligue. Mais si on peut l'utiliser en format tournoi, mais il n'y en a que 8. Donc, c'est les 8 premières. Que c'est bien fait. Donc, pour les 8 en question, on veut savoir si c'est intéressant à faire, à utiliser, ces tableaux notamment. Et donc, bon, on va pas faire les 8 vraiment. On peut faire une par une, mais ça va être un peu longuet. Mais sur les 8, grosso modo, il y en a 4 qui permettent d'avoir un de ces joueurs pendant tout le drive en cours de gagner un bonus, un joueur qui n'a pas le trait solitaire, bien sûr. Donc ça peut aller de pro, enfin c'est soit pro, soit châtaigne, soit poignard, soit +1 à l'armure. Donc bon, c'est un gain comme ça, on va voir. Les 4 autres possibilités, il y en a 2 qui permettent de mettre un debuff, sur le adverse, déterminé aléatoirement. Donc soit un joueur qui a -1 en mouvement, soit un des 3 joueurs, donc aléatoire aussi, qui ont solitaire de plus. Bon, a priori. Ah. Salut Pedro, et puis merci pour le follow. Ouais. Et donc, 5, 6, il reste deux résultats. Donc la trappe traîtresse qui permet d'envoyer quelqu'un dans le public si on le pousse sur la fameuse trappe qui est à 6 cases et 2 cases dans chaque coin droit des terrains. Et sur un 1, on est poussé dans le public dès qu'on est dedans. Donc, mais ça marche pour les 2 équipes. Merci, Chouf. Tout à fait. Et enfin, le pote avec l'arbitre, qui est un peu l'équivalent de l'arbitre partial dont on avait parlé la semaine dernière. Mais à peu de choses près. Nous, on peut se faire expulser et on peut plus facilement expulser le coach adverse s'il agresse. En gros, sur 1, 2, 3, 4, il se fait expulser. Et puis voilà. Donc voilà, ça c'est principalement les 8 formats tournois qu'on peut faire. Donc on peut voir que déjà sur les 4, les 4 augmentations les gains de cara qui durent juste le temps d'un drive, c'est un peu compliqué. C'est format tournoi. Hop. C'est vrai. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah oui, ok. C'est mieux comme ça. Donc sur 8, bon bah les gains, il y en a qui peuvent être intéressants. C'est sûr qu'avoir châtaigne sur un joueur
Un joueur. Pas aléatoire d'ailleurs, j'ai peut-être dit une connerie en disant aléatoire. Non, on peut choisir un danseur de guerre châtaigne par exemple. Et où on peut choisir n'importe quoi. Les bonus, on les choisit et quand c'est des malus pour l'adversaire, c'est tiré au hasard. C'est ça. C'est ça. Enfin, on les choisit pas sur un solitaire, donc un big guy peut pas avoir pro ou poignard ou je sais pas quoi. Donc bon, ça amène. Il y a un ancien. Voilà. Salut l'ancien. Également. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a juste le pro qui reste jusqu'à la fin du match. Je sais pas pourquoi celui-là. C'est la statue Benny Nuffle, ça dure jusqu'à la fin du match, c'est le seul. Pro en plus, c'est une bonne comp. Jusqu'à la fin de ce match. Ah oui, tiens. C'est le seul dans ces 8 premiers. Est-ce que ça vaut 50 000 Bud? Alors, mon avis, c'est non. Attends, je regarde juste si sur la VO il n'y a pas une erreur. Non, c'est bien ça. End of the Gateway, donc c'est pas une mauvaise traduction. D'accord, donc j'ai pas vu que pro. Est-ce que ça vaut 50 000 en tournoi? À mon avis, c'est non. Parce que on a une chance sur deux d'avoir de gagner une compétence qui peut servir selon le match, mais bon, pro c'est un petit bonus, mais pour 50 000 je trouve que c'est trop. Plus d'armure, non, c'est de la blague. Châtaigne, bon, c'est toujours bien, mais faut vraiment tomber dessus, c'est une chance sur 8, donc c'est pas énorme. Poignard, ça dépend aussi des match-up, et bon. Pour les 4 autres, il y en a. Ouais, l'arbitre biaisé, si on a la chance de tomber dessus, enfin le faux arbitre biaisé. Parce que sur 1, on est quand même expulsé. Sur 1, oui. Ça ne fonctionne pas, c'est juste sur 5-6, voilà, ça fonctionne. Tu payes 50 000 au lieu de 120 000 ou au lieu de 80 000 si tu as la règle Bribery and Corruption. Que je ne sais plus ce que c'est en français, mais voilà. Donc ça, voilà. Et la trappe traîtresse, c'est vraiment un cas de figure. C'est si le jeu se fait dans un coin près de l'embut d'une équipe. Donc faut voir si ça arrive souvent. Ce genre de truc, mais puis si ça arrive, généralement on essaiera d'aller de l'autre côté pour éviter des saloperies. Ou pas, ou on peut jouer le foufou et espérer que l'adversaire tombe aussi dans la trappe. C'est qu'une chance sur 6. C'est qu'une chance sur 6. Mais bon, quand ça peut arriver, voilà. Mais ça amène de l'aléatoire des deux côtés. Ça n'avantage pas celui qui a acheté les prières, donc rien qu'en ça, c'est déjà. C'est hasardeux. Donc, est-ce que ça vaut 50 000 pour mettre du hasard qui. Je trouve ça trop cher payé. Personnellement. On repasse, je te propose de repasser sur celui de la Ligue et de voir les derniers. J'essaie d'agrandir bien pour que ça soit lisible. Ça 9. Je mets en gros. Oui. Donc, les 8 premiers, on les a vus. Et les 8 autres, donc ils fonctionnent que en Ligue. Alors, parmi ces 8, il y en a 4 qui permettent d'avoir un gain d'XP supplémentaire en fonction de l'action. Donc, que ce soit pour des passes pendant tout le match, on gagne 2 XP au lieu de 1 XP. Je parle encore en XP et pas en PSP, parce que j'ai du mal à dire avec mon temps. Mais bon, ça, c'est autre chose. Un autre qui fait des sorties à 3 XP au lieu de 2. Un autre qui donne 2 XP aux agressions. Et ça, je sais que tu aimes ça, Charlie. Ah oui, bah ça, c'est bien ça. C'est pas le seul, mais. En fin de PX sur les agressions. C'est pareil, je suis vieux, moi, je me souviens du temps où on PXait sur les agressions. Une des plus de à l'armure. C'était mieux avant. Et il en manque un que j'ai zappé, la passe. Ah, et en pouce en public, ça rapporte aussi, mais ça, c'est jusqu'à la fin de la phase. Bah, en fait, c'est tous à la fin de la phase, sauf les passes. Après, faire des passes comme on faisait en ligue, les deux lines elfes qui se font des passes derrière pour pexer, je pense que ça n'arrive pas. Ah, Pedro dit que c'était le cas dans la 3e édition de mémoire. C'est exactement ça. C'était la 3e aide. Et oui. Ben voilà. Un petit retour aux sources. Bonjour Crélagan, je sais pas comment ça se prononce, qui nous a rejoint. 2001-2002, oula, j'étais pas né. Si, j'étais né, mais j'étais pas né bloodballistiquement, on va dire. Et donc, pour le reste, donc il y a 4 itérations avec expérience.
Et enfin, donc un nouveau sous surveillance qui ajoute un arbitre qui expulse quoi qu'il arrive l'adversaire. Jusqu'à la fin, n'importe quel joueur qui commet une agression, d'accord, c'est moindre agression, c'est expulsé, donc là, on n'agresse même pas en face. Selon certains adversaires, ça peut être chiant quand ça tombe. Sinon, il y en a, ils en font abstraction. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 autres. Une qui fait gagner une compétence pendant tout le match, qu'on choisit. Le joueur est au hasard, mais on choisit la compétence. Donc en fonction du joueur, on peut prendre quelque chose d'intéressant, soit kick, soit si c'est un line, soit tackle, châtaigne, quand ils peuvent avoir. Enfin, il y aura toujours quelque chose d'intéressant à prendre. Sauf si tu joues gob et que tu tombes sur un gob. Si une compétence principale, hein, donc c'est pour les vieux de la vieille, une compétence simple. C'est ça, tout à fait. Donc même pour un line qui peut gagner un petit quelque chose, c'est toujours intéressant. Donc, tac. Okay. Et qu'est-ce qui reste d'autre? Il y a la 14 qui est un peu le point principal. En dernier, mais oui. On a vu. 14, oui. Qui permet de punir les gens qui temporisent, qui stallent. On a l'habitude de dire chez nous. C'est-à-dire que quand on stall, c'est quand on refuse de marquer, quand le joueur peut marquer sans jet de dés. Donc sans faire d'esquive, sans faire de gros débiles, de paquets, ou je sais pas quoi. S'il refuse de marquer, on considère qu'il stall. Et si ce jet est en cours, il peut se prendre un rocher sur 5+. Et donc, comme le rocher classique du Blood Bowl 2016. Voilà, donc il faut faire 14 sur ce jet, puis un 5+ en cas de stall. Bon, c'est à voir comment ça peut se goupiller, si ça arrivera souvent, si les gens vont quand même temporiser malgré ça, quand ils n'auront pas le choix, ou s'ils risqueront le paquet. Après, je pense qu'avec le nombre de relances qu'auront les joueurs, avec l'accumulation, les gens joueront avec plusieurs relances et se permettront de faire ce fameux paquet, je pense. Et j'ai oublié, bien sûr, il est où celui qui rajoute plus 1. Ah, les taupes sur le terrain. Qui rajoute -1 au paquet. Donc c'est une sorte de blizzard sur les paquets supplémentaires. Qui se cumule si l'autre coach a tiré aussi des taupes sur le terrain. Voilà les nouveautés sur les derniers. Sur les 8 autres itérations. Est-ce que tu penses que ça va changer la manière de voir le jeu, ou finalement c'est tellement aléatoire que bon, on verra quand ça tombera et on peut pas vraiment essayer de travailler contre? Je pense qu'en Ligue, ça peut être intéressant. Si on n'a pas d'autres. Si généralement on n'a que 50 000 inducements qu'on se dit, je vais prendre une bait, on sait jamais. Là, je pense que ça peut valoir le coup de se risquer à une prière. Parce que il y a 4 résultats sur 16 qui rapportent de l'XP supplémentaire juste pour soi, pas pour l'adversaire. Donc rien que pour ça, ça peut permettre de monter vite, surtout si les premiers matchs, t'as pris des sorties assez méchantes, tu te retrouves bas TV face à d'autres équipes. Ça peut être un gain intéressant, ça peut faire progresser assez vite si on tombe sur ça. Donc autant en profiter, je pense. Et pour le reste, après, oui, ça reste quand même assez étalé, mais bon, des petites choses quand même peuvent être intéressantes, notamment sur les derniers résultats qu'on a pu voir, là, les 8 derniers. Mais bon, moi je pense que ça peut quand même valoir le coup si on doit se priver d'un champion ou quoi. C'est sûr que le champion est meilleur, il n'y a pas à dire. Mais si on a 200 000, on va pas amputer 50 000 pour prendre ça et se priver d'un champion à 200 000 ou plus. Donc voilà quoi. Mais si on a besoin de pexer, ça peut être le moment d'essayer de pexer sur son drive d'attaque. Voilà, en début de ligue en tout cas. Chose. J'ai l'impression que c'est un peu aussi un élément qui a été mis en place pour les ligues un peu éternelles, où il y a des nouveaux arrivants qui viennent de temps en temps, qui se retrouvent face à déjà des équipes surpexées et qui là peuvent rattraper leur différentiel de pex. Énorme entre les deux équipes, oui. Parce que oui, là je pense que ça peut aider, ça va pas changer grand chose. Les champions seront plus impactants, je pense, pour compenser. Mais ça, c'est. Je sais pas, je le verrais plus pour bien démarrer des débuts de ligue. Parce qu'en fin de ligue, avoir 2 XP à la passe au lieu de 1 quand t'es joueur en 40-50 XP, tu t'en fous un peu, je pense. En 2 trucs. Et le reste, ouais, ça a gagné une comp quand t'en as déjà 4.
Bon, bah oui, ok, c'est pas trop ce qui va changer. Puis généralement, non, ouais, la différence se fera notamment si dans une ligue longue, un joueur avec beaucoup de matchs jouera un nouveau. Là, oui, enfin, une équipe hein, avec beaucoup de matchs jouera une nouvelle équipe. Là, ouais, ça peut faire des choses, mais bon, ce sera pas si impactant. Je pense que ça marchera surtout en début de ligue, enfin, je pense, moi, du peu que. En restant purement théorique, parce que je n'ai pas encore essayé cette table. Il faut voir aussi qu'on l'a gratuitement quand on tombe sur le 6 à chaque fois. Le Gratuitement, 6 oui, du coup il y a un d'envoi, jet avec les fans en folie. Oui, c'est ça. On peut l'avoir aussi, donc en tournoi, ça fait le petit gain en plus. Oui, 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 oui. Bon, bah, si on l'a, on prend. Hein, on va pas cracher dessus non Le plus. couteau Mais sur les snots, c'est bien. le couteau sur Le les poignard slots. sur les minus, c'est pas un peu fort. Le stylet. Oui, oui. Ah non, j'étais en train de regarder le truc. Bon, ça tape qu'une fois, hein, après ça se fait Oui, ouais, exploser. ouais, bien sûr. Pourquoi pas. Après, il faut que ce soit sur un slot qui soit pas solitaire. Hein. Donc, si tu Oui. en gagnes pas avec Ryotos Rookie, bah, faut bien le choisir. Bon, après, je pense que c'est pas ce qui manque, les slots, mais si, pourquoi pas. Mais encore une fois, faut que ça tombe bien. Celui-là, c'est au hasard. C'est vrai que si ça tombe sur C'est le au chariot hasard. à Hein. pompe, bon, c'est un Après, peu au moins fun. hasard, quand t'as plein de solitaires, le hasard se réduit vite. Hein. Parce que ça peut être ni les trolls, ni ceux que t'as ramenés en plus par Ryotos Rookie. Tu peux vite tomber sur un slot. Oui. Donc, ouais. Après, le reste. Non, bah, je pense que c'est intéressant même dans des tournois qui ont envie de se dire allez, tout le monde gagne une prière, on va essayer une nouvelle règle. Là, oui, je pense qu'on en verra peut-être souvent. Pour voir les fêtes, c'est un peu pour ajouter une petite règle pendant les rondes, mais bon, c'est pas ça qui va changer un match autant qu'un Blizzard face à deux équipes de lourds ou quoi. Bon, il y aura des petits trucs marrants, mais bon, c'est toujours moins impactant qu'un kick court blitz, un bon vieux kick court des familles, qui pouvait tuer un match assez rapidement. Voilà, voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ces tables? Ou est-ce qu'on passe à la suite et on va parler du chaos, des Passer, débuts là, du chaos? j'ai assez décrit pas mal de choses. Donc, non, on peut tout de suite attaquer le vif du sujet. Allez. Eh ben, on va ramener. Non, c'est bon. Et bonjour Pedro. Que tu nous entends? Allô, allô, non. Ne nous entend T'es en pas. muet. Ah, Il est toujours en muet. toujours en muet. Est-ce que c'est bon? Non. Je pense que c'est à Pedro d'enlever son... Ah, Ouais, c'est voilà, ça. c'est bon. Voilà. Eh ben bonjour. Salut Pedro. Bon, par contre, du coup, je vais me déconnecter de Twitch parce que s'il y avait un écho avec une petite seconde de delay, c'était assez bizarre, quoi. Et sinon, je te conseille de rester sur Twitch et d'enlever le son. Comme ça, Ouais. tu pourras regarder ce qu'on met, notamment les rosters. Donc t'as... Ah ouais, mais c'est T'as une bonne choisi. idée. Alors, par contre, je sais pas si je vais savoir le faire, toi, techniquement. Prends ton temps. Hein. Ouais. Bah écoutez, bonjour, hein, déjà. Bonsoir, Bonjour. plutôt. Ouais, bienvenue. Merci d'être venu ici pour nous parler du chaos. Bah non, c'est un plaisir, un grand plaisir. Alors pour ceux qui sauraient pas, aujourd'hui c'est un peu la lutesse intime, hein, parce que c'est que des lutétiens. On a pris le micro, on a pris le Twitch de Micro Migob. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et donc Pedro, est-ce que tu peux te présenter peut-être par rapport au Blood Bowl, depuis combien de temps tu joues? Est-ce que tu joues beaucoup? Qu'est-ce que tu aimes jouer? Bah écoute, ouais, on va faire ça. Du coup, tu veux version courte ou extensive du truc? Celle que tu veux, celle qui te fait plaisir. Toute la nuit, si tu veux. C'est vraiment. Alors, attends, déjà, je viens de me remettre sur le Twitch, alors je vais pas me reconnecter, je pense. Si je suis connecté, mais on enlève le son où?
Ah si. Parfait. Voilà. Alors, écoute, ouais, tout à fait. Donc moi j'ai commencé Blood Bowl il y a quelques années de ça maintenant. Je suis un vieux sur le circuit, on va dire. Donc en l'occurrence, c'est JC qui m'a appris à jouer à Blood Bowl. Donc le Stade Lorrain, JC, Lafriel, tout ça, tout le monde connaît. Enfin, plus personne connaît, mais tout le monde connaissait avant peut-être. Et du coup, c'était vers les années 2000, 99, 2000. Et donc voilà, JC qui m'apprend à jouer, et puis qui, dans le même temps, en parallèle, il avait créé un petit groupe de joueurs sur Paris qu'il a appelé la Vitesse Cup. Et ce petit groupe de joueurs qui a un petit peu évolué, il y a des gens qui sont partis, beaucoup d'autres qui sont arrivés. On a intégré d'autres groupes de joueurs parisiens, puis ensuite d'autres groupes de la région parisienne, et pour arriver à faire ma foi une fort belle ligue. Et du coup, par rapport à mon activité, donc moi j'ai jamais arrêté de jouer à Blood Bowl, que ce soit, enfin surtout en ligue en fait. Et en 2003, il y a eu les premiers tournois en fait qui étaient organisés. En l'occurrence, le rendez-vous Blood Bowl, un des premiers tournois français, si ce n'est le premier, ma mémoire un petit peu défaillante à ce niveau-là, mais c'était le rendez-vous Blood Bowl organisé par Longshot et Tramby, en région parisienne. Et du coup, on y allait, on a regardé ce que c'était. Moi, j'étais pas inscrit, mais j'ai rencontré du coup les gens, j'ai trouvé ça cool et je m'y suis mis. Et voilà, j'ai pas non plus arrêté les tournois. Alors, c'est vrai qu'au début, je jouais activement, surtout en tournoi, j'en faisais peut-être une dizaine par an. Et puis bon, au bout d'un moment, la vie aidant, j'ai eu des enfants et tout ça, et mon activité en tournoi s'est réduite. Mais bon, jamais été nul non plus, quoi. On a sous les yeux donc 85 tournois NAF. Alors pour ceux qui chercheraient, c'est pas Pedro ton surnom sur la NAF, hein. C'est Maître Tac Tac. Et 6 tournois gagnés avec un ratio de 61%, et je vois l'ancien roster tour, tu avais joué tous les rosters. Ouais, mais alors du coup, je sais pas si sincèrement, je me souviens plus le nombre de tournois que j'ai gagné, que ce soit en individuel ou par équipe. Donc peut-être si. Si c'est ce qui est marqué sur la NAF, hein. Donc, ça veut dire que peut y en avoir qui ont été oubliés. Bah ouais, parce que ceux qui étaient avant 2000, les anciens, ils étaient pas comptés. C'est pas très grave. Et du coup, le roster tour, c'était plutôt une prérogative un petit peu nouvelle pour moi. Enfin, j'ai fini il y a pas très longtemps. Je crois que c'était juste avant la Coupe du Monde en Italie. Je me suis dit tiens, et j'en étais peut-être à 18 ou 19 rosters joués. J'ai fait allez, si on faisait un petit glossary pour les jouer tous. Et puis voilà, j'ai trouvé ça rigolo de faire ça. Et maintenant j'ai un autre objectif, j'ai un deuxième objectif, c'est de jouer au moins 10 matchs en tournoi avec chacun des rosters. Ouais, surtout, il va aussi falloir compléter ce roster tour avec les nouveaux rosters qui sont. Beau challenge. Et en élu du chaos, donc les anciens chaos, Chaos Chosen en anglais, 197 points NAF, 4ème français, 11ème mondial. Et à la Lutèce, je crois que tu as gagné une Lutèce avec tes KO. Ouais. C'est vrai. C'était il y a longtemps, et est-ce qu'il y avait un Blanchard à l'intérieur? Est-ce que ça vient de là, la légende? Exactement. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai joué une des premières saisons de la Lutèce, j'ai joué KO. Même plus le nom de mon équipe, comment elle s'appelait. Et du coup, c'était un peu l'époque où les règles étaient un peu différentes, et j'avais optimisé un de mes guerriers du chaos qui avait chopé, je pense, 3 JPV sur les 4 premières journées, tout en aléatoire, et du coup, il avait pris, je pense, châtaigne écrasement. Et du coup, après, il avait pris griffe qui était cumulable avec châtaigne et écrasement. C'était. Et gros en plus, non? Qui était possible. Je sais pas s'il a eu. En fait, il y en a un des deux qui était pas. Non, il n'a pas eu ça. Il n'a pas eu les deux. Mais bon, à la fin, il avait, je crois, 121 pex à la fin des 15 matchs de saison plus des playoffs. Donc, t'imagines le ratio de kills par match, c'était un truc abominable. Il en faisait au moins 3-4. Et je crois qu'il avait un maximum de 7 sorties contre les gobelins de Helix. Enfin, c'était une machine à tuer, quoi.
C'était à l'époque où le Blood Bowl était très violent. Hein. On mourait pas de temps en temps, on Non, mourait alors, régulièrement. et c'était pas tout à fait cette époque-là. En fait, toi, tu fais référence à l'époque où, quand tu dépassais 12 sur le jet de blessure, le mec était tué automatiquement. Ouais. Alors que c'était encore juste après. C'était bon, il n'y avait pas cet effet, mais par contre, on a amendé les règles de Blood Bowl à la vitesse pour justement éviter de faire ce cumul de de châtaignes, écrasement et griffes. Parce qu'à l'époque, c'est voilà. Je pense que j'avais démontré que les règles étaient vraiment optimisables dans ce sens-là. C'était horrible, quoi. Ouais. Les matchs étaient même plus intéressants à la fin, quoi. Bah oui, j'imagine. Je me souvenir que en demi-finale, j'avais joué contre Ziboub, qui avait l'équipe qui avait subi le moins de blessures dans toute la saison, et j'avais ramassé son équipe. J'ai fait 6 sorties, un truc comme ça. Enfin, c'était enfer sur terre. On va revenir sur les équipes de KO un peu plus récentes. Ah, bah, et oui. puis je vais mettre, commencer par mettre les équipes du KO de la LRB6 de Blood Bowl 2016, assez classique, avec les Zombet, 4 guerriers du chaos, 1 Minotaur, et on va voir les changements avec Blood Bowl 2020 qui va apparaître sous vos yeux ébahis. La technologie, allez, c'est bon. Avec les changements, au final, les Zombet restent identiques. Alors il y a toujours le petit changement, c'est la passe à 4+, alors qu'ils avaient une passe à 3+ avant. Les guerriers du chaos qui restent identiques aussi en prix, en caractéristiques, puisqu'ils n'ont pas de compétences, avec une passe un peu plus difficile à 5+. Et le gros changement de l'équipe, c'est le choix dans le Big Guy. Puisqu'avant on avait le choix, on avait le droit au Minotaur. Et maintenant on a le choix entre le Troll du chaos, l'Ogre du chaos et le Minotaur. On se retrouve avec ces changements. Est-ce que tu trouves, toi, que le choix entre ces Big Guys, c'est un réel changement pour le roster, ou est-ce que ça sert juste à Games Workshop à vendre plus de figurines? Non, c'est une bonne question. Et moi, mon avis, c'est que c'est vraiment intéressant. Et je vais expliquer mon avis. C'est en fait, ça dépend vraiment de la façon dont tu veux jouer ton équipe, ton KO, que ce soit en ligue ou en tournoi. Et si tu as envie de mettre je sais pas, un peu de staff ou un apo et que du coup il te reste plus assez pour prendre le Minotaur, tu prends un autre, un petit troll, ça fait toujours le café. Hein. Et non, du coup, ça amène plus de choix, plus de possibilités. Et c'est vrai qu'avant, l'équipe qui était dans le Blood Bowl 2016, elle était finalement, il n'y avait pas tant de variabilité que ça dans les ressorts qu'on pouvait créer. Et du coup, avec cet ajout là, je pense que c'est vraiment sympa et ça permet de faire des trucs différents. Quoi. Kito qui nous dit de jouer les deux. Alors, on ne peut pas jouer les deux. C'est un seul Big Guy dans l'équipe. Soit le troll, soit l'ogre, soit le Minotaur. C'est malheureux, mais bon. Ça aurait été trop fort sinon, on appelle ça des renégats du chaos. Ouais, le fameux Chaos Pact. Pareil. C'est pas le même roster. Ah, il va falloir choisir. Hein. Il faut choisir. Ouais. Je rappelle peut-être le changement plus important sur ces trois-là, c'est le troll du chaos qui gagne gerbe de vomi, qui permet sur un 2+, de faire un jet d'armure sur l'adversaire, et sur un 1, on fait un jet d'armure contre soi, et même si on se fait sortir, il n'y a pas de turnover. Oui. Ça permet de pouvoir tout le temps être un peu plus safe sur le jeu on va dire agressif, mais il n'y a pas la châtaigne dessus. Oui. J'aime beaucoup, surtout que toi, les KO, c'est une équipe qui est assez stable, qui peut être assez stable selon la façon dont tu joues, surtout contre les rosters un peu lourds. Et les rosters qui posent beaucoup de problèmes au KO, c'est souvent les elfes. Et je pense que le troll, il peut avoir tout son intérêt contre les elfes, justement, où il n'a aucun blocage à faire, et il fait son vomi tous les jours. Tu lui mets une petite tentacule ou un truc comme ça, et ça peut être ça peut être une façon de jouer qui peut être marrante et à tester, quoi. Fini les esquives qui t'empêchent de coucher l'adversaire, quoi. Ouais, ça peut ressembler là, si on joue avec un troll par exemple, de loin ça peut ressembler à une équipe d'orques avec les gros big guns, les big guns.
ça peut se jouer peut-être un peu pareil, le troll qui vient coller, les gros qui viennent coller, bon, sauf que là on peut esquiver mieux avec les bloqueurs. Et est-ce que ça serait pas en quelque sorte un peu comme une équipe d'orques mais qui a accès aux mutations, ou ça qui a quand même beaucoup plus de différence, je pense, dans la manière de jouer. Après, les chaos et les orques, c'est vrai que c'est un peu basé sur le même type de construction avec beaucoup de force. Après, c'est vrai que les chaotiques sont moins en armure, notamment que le Minotaur et les Beastmen qui avec 8. Alors que les orques, ils ont quasiment tous 9. Enfin, surtout que moi, quand je joue orque, j'aime bien jouer avec que des mecs qui ont au moins 9 en armure sur le terrain. C'est marrant. Mais du coup, c'est un peu pareil, mais les chaos sont. Ouais, ils ont pas les 4 blocages de base de ressort orc. Oui, c'est vrai. Mais par contre, ils ont d'autres outils dans leur trousse à outils. Et notamment, t'en parlais des guerriers du chaos qui sont vraiment intéressants. Parce qu'ils ont ce petit 3DG qui permettait d'en faire des porteurs de balles, d'esquiver. Si t'as un guerrier qui a garde, il peut esquiver pour le mettre ailleurs, etc. Ouais, donc c'est un petit peu pareil, mais en fait quand même pas pareil. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près en style de jeu lequel des 3 big guys serait plus adapté? Est-ce qu'il y a une différence de style de jeu, ou est-ce que c'est plutôt vraiment en fonction de l'argent, et plus on a d'argent, plus on va prendre un big guy évolué? Sincèrement, alors après entre l'ogre et le minotaur, il n'y a pas tant de différence que ça en termes d'argent. L'ogre il coûte que 10 000 de moins. Par contre, ça dépend vraiment de ta façon de jouer, quoi. Moi, je sais que alors quand tu joues très sérieusement le chaos, c'est-à-dire que tu essaies d'en faire le roster le plus stable possible pour faire des points, taper au moins nul sur tes matchs ou décider des victoires, quoi. Donc notamment quand tu joues par exemple des tournois en équipe où tu as une équipe qui se veut compétitive. Dans ce cas-là, le Minotaur, il est un peu moins stable, je trouve, que l'ogre. Et j'aurais plus tendance à ajouter un ogre plutôt que le Minotaur. Après, ça dépend des règles du tournoi, de la façon de compter, tout ça. Mais parce que le Minotaur, finalement, si tu as blitzé un mec, après, tu es obligé de poursuivre et tu es obligé quasiment d'être collé. Et du coup, ça avait tendance à ce que tu l'utilises pas très souvent, ou tu vois, seulement s'il y a un mec qui est un peu excentré, ou je sais pas quoi. Et du coup, voilà, c'était le côté un petit peu, on va dire, je sais pas, c'est versatile du Minotaur. Alors que l'ogre, comme il n'a pas sa frénésie, il va être moins efficace en termes de sortie peut-être, mais du coup, s'il chope une griffe par exemple, tu mets une griffe, il peut aller mettre ses 2 dés sur un Saurus, et puis même s'il fait qu'un push, après il peut se replacer, quoi. Et il peut bouger aussi, là où le Minotaur devait blitzer. C'est ça. Du coup, alors selon moi, si tu joues vraiment le chaos dans le sens un petit peu performance et essayer de faire le plus stable possible, j'aurais plutôt tendance à mettre un ogre et soit bloc dessus si c'est possible dans les règles, soit éventuellement petit garde ou une petite griffe si tu as envie de faire des sorties. Et après, si le Minotaur c'est comme une figurine kiffante à jouer dans un roster, donc tu peux aussi choisir de le mettre juste pour ça, quoi. Est-ce que le fait qu'on passe d'une armure de 9+ à 10+, c'est important pour un roster qui a besoin d'être en supériorité numérique pour être performant? C'était un peu le point faible, le Minotaur. Ça rentre dans les calculs, c'est sûr. Moi, je pense que ça a tendance aussi à stabiliser l'équipe. C'est vrai que le Minotaur, il pouvait avoir tendance à se prendre un dé d'un danseur de guerre ou même d'un 3/4 de bloc ou rien, quoi. Et du coup, tu sais jouer un petit peu les fesses au niveau du jet d'armure, parce que le 8, c'est quand même facilement passable, quoi. Le 2, c'est un peu plus sécure, quoi. Est-ce que le chaos sans les gros bras, sans les big guys, ça reste performant? Ou est-ce que finalement, maintenant qu'on a l'ogre qui permet de sécuriser, vaut mieux axer quelque chose autour de l'ogre, ou du troll s'il est pas cher et qu'on veut jouer un peu plus paquet, ou du minot si vraiment on veut y aller comme des bourrins et défoncer tout ce qu'on peut? Sincèrement, si t'as l'argent pour incorporer un big guy dans l'équipe, pour moi, il n'y a pas de raison
de s'en passer, quoi. Alors, en ligue, si tu essayes de faire une équipe qui vaut le moins possible, de garder ta TV le plus bas possible pour pas te prendre du morgue en face ou des stars ou des injections de port, je sais pas, ça peut se réfléchir. Maintenant, je pense que le big guy pour moi il est quand même relativement indispensable dans l'équipe, que ce soit en tournoi ou en ligue, sur plutôt les derniers tours, les dernières journées de ligue. Après, ça reste toujours avec son solitaire la part un petit peu aléatoire du roster, quoi. Donc si jamais on est réfractaire à cette part-là, pourquoi pas prendre le troll qui fait jamais de bloc et qui fait que son truc de vomi, sa gerbe de vomi. C'est vrai qu'avoir un troll ou un ogre débile, c'est toujours un blitz. C'est pas un blitz que tu perds par rapport au minot qui rate son animal sauvage, donc ça apporte une certaine stabilité aussi à une équipe du chaos qui va chercher plus le placement que les dégâts, j'ai l'impression. Quand même, bon. Après, sincèrement, moi sur les tournois que j'ai fait avec des KO, j'avais construit le roster un peu différemment à chaque fois. Et je me suis aperçu que finalement tu pouvais pas vraiment compter sur le facteur destructif total, en tout cas de l'équipe. Ça a dû arriver peut-être sur peut-être 2-3 matchs en tout sur la vingtaine que j'ai joué, où là il y a ta griffe qui marche si tu l'avais, fait des sorties, etc. Mais souvent quand même tu te retrouves, c'est pas un roster qui va souvent jouer en supériorité. Enfin, moi j'ai trouvé. D'accord. Et du coup, T'as pas non plus vraiment la place. T'as pas vraiment la place pour jouer un peu l'agression, pour venir appuyer cette supériorité. Alors, j'adore jouer agression, comme tu le sais. Oui, et puis comme Pink aussi. Je l'ai souvent subi aussi. Ouais. Mais après, j'adore vraiment l'agression, mais quand, avec des rosters où t'as pas de bribe, j'aurais tendance à ne commencer à agresser que quand je commence à être en surnombre, en fait. Ou alors, sauf si tu vois, c'est un danseur de guerre où là, c'est le mec de l'équipe adverse qui va faire chier, et du coup, là, tu vas minot. L'agression, tu risques la sortie d'expulsion de ton mec pour sortir le joueur qui est adverse, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que sinon, en général, je joue agression que quand je commence à prendre l'avantage physique pour justement avoir encore plus d'avantages et rendre facile la suite du match. Du coup, comme je te disais, avec le chaos, c'est pas souvent que tu vas avoir cet avantage physique. Du coup, j'ai jamais vraiment trop joué agression avec le chaos. L'équipe est un peu trop chère pour ça. Ouais, c'est ça, j'allais le dire. Après, ça peut se tenter, hein. Tu peux jouer un Minotaur que des hommes bêtes et puis en essayant d'incorporer une bribe 2, je pense que c'est limite. Mais bon, ton équipe elle manque de blocs, elle manque de comp. Ça peut être compliqué, mais bon, c'est à tester toujours. Je fais une petite parenthèse, vu qu'on parle d'agression. Est-ce que, plutôt que les pots de vin, tu privilégierais pas l'arbitre partial à 120 000 qui permet plus de ne pas se faire expulser? Alors, honte sur moi, j'ai commencé à lire les règles, mais j'ai pas tout à fait fini. D'accord. Et donc, ma connaissance des nouvelles règles de Blood Bowl 2020 se base essentiellement sur l'écoute que j'ai fait d'un petit podcast. En gros, l'arbitre partial, c'est un indice qui coûte 120 000, qui te permet, quand tu contestes, sur 5 ou 6, ton joueur n'est pas expulsé, il n'y a pas de turnover. Et sur les autres résultats, il se passe rien, il se fait expulser. Donc, en gros, c'est une bribe sur 5+, grosso modo. Alors, vu comment tu me décris, franchement, ça me donne pas envie. Je préfère la bribe qui marche sur 2+, quoi. D'accord. Mais lui, il marche tout le match. Il marche tout le match, lui. Mais la bribe, ça permet de pas avoir de turnover sur un tour. Ouais. Lui non plus, en fait. Avec la nouvelle règle de... Ah si, il y a turnover, mais ton joueur est sur le terrain. Ah oui, non, c'est ça. Pardon. Ah oui. C'est ça. Donc il y a quand même une différence. Oui, non, excuse-moi. Ouais. Sachant que le fait d'avoir une bribe te donne toujours la possibilité de contester l'arbitre sur le 6+, comme d'habitude. Mais si tu fais un 1, tu pourras pas utiliser ta bribe. Oui. Nouvelle règle. Ouais. Ah, ok. Tu fais le jet de contestation avant la bribe ou après? Tu fais comme tu veux. Mais si tu fais un 1 sur le jet de contestation de l'arbitre, là, The Call, anciennement,
et ben tu peux plus utiliser ta bribe. Mais si t'avais Pour fait le le jet de tour. bribe, justement. Tu peux faire le jet de bribe avant. Tu choisis en fait le sens dans lequel tu fais entre la corruption, le pot de vin, et ouais, ask the call, la contestation à l'arbitre. C'est Et Titou sinon, qui nous dit tu qu'il fais jouerait. double 1 sur la bribe et après tu refais 1 pour la contestation et là t'es bien. Voilà, là t'es bien, là t'as gagné. T'es content, mais bon, ça existait déjà avant. Hein. Ouais, c'est vrai. Titou qui nous dit sans le big guy et qui nous dit que les deux, c'était pas pour mettre les deux big guy, mais pour dire que Games Workshop était très content de vendre plus de figurines et que ça apportait du fun. Après, ça fait longtemps que j'ai pas acheté une équipe de Games Workshop. Hein. Ouais. Ça dit, j'ai quand même acheté la boîte, donc on peut dire que j'ai acheté 2 équipes. Oui. Ouais. J'ai l'impression que beaucoup de personnes qui achetaient plus de Games Workshop ont quand même investi dans la boîte, qui était quand même alléchante, intéressante, et puis avec des règles qui sont quand même jolies. C'est ça, ouais. Vraiment très intéressante. Ouais. La boîte elle était quand même assez rentable avec les 2 équipes, plus les 2 big guys, plus les 2 champions, plus les 2 arbitres, plus le livre, franchement. En plus, moi, j'avais pas acheté la boîte 2016. Du coup, j'avais pas la nouvelle règle en plastique, en relief et tout, trop belle. Enfin, le petit masseur à côté, quoi. Non, franchement, sincèrement, elle est plutôt cool. J'avais encore une question à propos des gros bas, à propos des big guys. Ouais. Quelles compétences est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu les montrais de la même manière? Ou est-ce que, en fonction du troll, de l'ogre et du minotaure, tu leur mettrais des compétences différentes? Bah, sincèrement, alors tu parles plutôt en ligue ou plutôt en tournoi? Bah, tu peux aborder les deux sujets. Alors, sincèrement, je pense qu'il y a plein de trucs à tester. C'est ça qui est bien avec cette nouvelle édition. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai appris qu'il y avait des nouvelles règles qui allaient sortir et que qu'on a commencé à en discuter sur les forums, j'étais vraiment sceptique. Je me suis dit, pourquoi changer un truc qui marche? Et en fait, ce qui me faisait surtout peur, c'était qu'il puisse y avoir une sorte de scission dans la communauté, des gens qui sont réfractaires au changement, qui passent pas dans la nouvelle édition, l'autre moitié qui passe, et du coup que ça fasse 2 communautés distinctes. Bon, ça, on n'y est pas encore, hein, peut-être que ça va être le cas, on va voir. Mais ensuite, plus j'ai lu et plus j'ai vu les trucs, et franchement, plus elle me donne envie de jouer et de tester et de regarder les changements. Et sincèrement, ça, je le trouve plutôt cool, cette nouvelle édition. Dans l'ensemble, je suis plutôt assez positif et satisfait de ce qu'elle amène, quoi. Et alors, pour revenir au big guy et les compétences, si tu joues, justement, c'est vraiment selon ton choix. Je pense que moi, j'aurais bien envie de tester. Par exemple, si je joue Chaos en ligue, j'aurais bien envie de prendre un troll et puis de lui mettre, tout à l'heure je parlais de tentacules, ça peut être marrant, ou toi des trucs ou du grab pour bon, peut-être pas lui grab, mais enfin histoire de profiter de la gerbe de vomi, voir si c'est vraiment efficace ou pas, quoi. Après, si c'est des autres big guys, après c'est le développement classique un peu. Si tu, admettons, c'est vrai qu'on peut choisir les compétences, on peut choisir ses compétences. On peut mettre. Ça, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Tout dépend de la façon de jouer en fait, et je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais du coup, si tu choisis les compétences, je mettrais quand même, si t'as un Minotaur, je mettrais quand même bien bloc, parce que c'est quand même assez sécurisant sur ce big guy là. Donc aller chercher les 12 specs, ouais, plutôt que de mettre un Juggernaut ou un bagarreur à 6 specs. Après, c'est vrai que la griffe, elle est un peu nerfée, ou peut-être griffe en premier et puis un bloc en deuxième. Enfin, faire une belle machine de destruction massive, quoi. L'intérêt de prendre griffe, c'est qu'il est censé pexer plus vite après. Exactement. Peut-être griffe en premier, puis bloc en deuxième pour les matchs de fin de ligue qui deviennent importants, quoi. Et je me pose la question. Et bagarreur sur l'ogre ou le troll, t'as la nouvelle compétence brawler en anglais. Ouais. Écoute, je pense c'est intéressant cette situation là. Il y a des nouvelles règles qui sont mises en place parce que je pense que il y a plein d'idées qui nous paraissent bonnes maintenant et qui peut-être dans 3 ans, plus personne les trouvera bien. Et puis il y a plein de trucs qui nous paraissent vraiment nuls maintenant et qui dans 3 ans peut-être que ce sera à devenir c'est possible, la norme du méta ou pas. Je sais pas, bagarre, moi j'attends de voir vraiment ce que ça donne. Le fait de relancer qu'un seul des deux ou 3 dés, ça me paraît
Ouais, ça me paraît quand même. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est plus faible que bloc. Oui. Mais je sais pas, à voir. Ça peut rester une compétence qui stabilise un big guy, donc ça peut être intéressant. Mais... C'est Titou qui nous dit pro à aller chercher en compétences secondaires. Maintenant, pro, c'est sur 3+. Bon, ça reste un double pour le big guy, donc C'est un seul faut aller dé. chercher. Et c'est un dé qu'on relance. Ouais, pro, tu relances qu'un dé, quoi. Ça permet de relancer le jet de cerf-volant ou de fureur débridée sur un 3+, ou le vomi. Ou le lancer. Ouais, mais ça reste des compétences après, c'est selon la sensibilité et puis l'envie de chacun, quoi. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop, après, en ligue, il n'y aura pas trop de changements par rapport aux compétences qu'on ira chercher avec les big guys. On a beaucoup parlé de ces gros bras, mais bon, le roster, c'est surtout les guerriers du chaos, maintenant qui s'appellent les Chosen Blockers. Yes. Ces guerriers du chaos, comment est-ce qu'on les joue? C'est quoi leur intérêt en jeu? Comment est-ce qu'on fait pour les optimiser? Ils servent à quoi? Bah, déjà, ils ont 4 de force, donc c'est un peu les. Quand tu es en défense, c'est un peu sur eux que tu vas essayer de construire ta ligne de défense, quoi. Du coup, faut pas trop. Toi, selon moi, il faut quand même bien les stabiliser. C'est pour ça que maintenant, enfin en tournoi, j'avais tendance plutôt à mettre 4 blocs sur les 4 guerriers sur les derniers tournois que j'ai fait, parce que ça permet de les rendre vraiment hyper stables en défense. Tu mets une biquette à côté ou tu les dissémines un peu sur le terrain pour pas qu'ils soient tous au même endroit, et du coup tu peux vraiment faire une défense assez badass, quoi. Et après en attaque, c'est les mecs qui vont te permettre de faire reculer un petit peu l'équipe adverse, qui t'a collé pour avancer d'une case par une case ou créer le déséquilibre. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est un peu le joueur clé du roster. C'est des porteurs de balles. On peut en penser à un porteur de balles, ou finalement on a tellement besoin de ces 4 sur la ligne que c'est pas rentable. On peut y penser, notamment quand tu joues contre des elfes sylvains avec des danseurs qui sautent, ça peut valoir le coup de réfléchir à mettre ton ballon sur un mec qui a 4 de force et blocage, puisque du coup ça va quand même pas mal empêcher beaucoup de possibilités des sylvains. Après, le problème, c'est quand même qu'il n'y a que 5 de mouvement. Donc, autant il peut être un porteur de balle, autant en faire le porteur de balle contre contre toutes les équipes. Je suis pas sûr. Je pense que c'est vraiment conjoncturel. Tu vois, c'est selon la situation et selon le type de roster que tu affrontes, tu peux envisager de le faire. Mais je pense que de base, ce sera plutôt une biquette, un homme bête qui portera le ballon, quoi. Parce que, après, il y a tellement de possibilités d'évolution avec les mutations et tout que tu peux vraiment faire des joueurs différents et qui sont sympas à jouer. Et tu prends une biquette avec c'est 2 têtes qui permettent d'esquiver plus facilement. Esquive en force aussi maintenant. Esquive en force aussi, ouais. Et puis le fait qu'elle ait sa corne naturelle, tu vois, t'imagines un double rideau d'être par exemple qui t'empêche d'avancer. Donc, tu peux mettre ta corne pour le premier tout seul, et puis après essayer d'esquiver sur des jets pas trop compliqués non plus, quoi. Justement, tu fais bien de parler du double rideau, parce qu'avec la nouvelle règle de 2020, on peut maintenant enjamber un joueur au sol. Est-ce que tu penses que les défenses habituelles en KO peuvent encore tenir face à cette nouvelle règle? Si tu as pu l'essayer, notamment. Je vais te décevoir, Bud, mais j'ai un peu de mal à analyser cette nouvelle règle et à voir. Je pense que ce sera vraiment après quelques parties pour tester et puis pour voir comment ça marche qu'on va se rendre compte. Je crois que le dernier podcast que j'avais écouté, c'était avec Artie, où il disait qu'il avait déjà fait 2-3 tests
2-3 matchs test et il disait que c'était vraiment un truc qui changeait le placement, qui rendait des placements habituellement bons en placement tout débile et des placements débiles en placement bon. Bref, je pense que il va falloir qu'on se remette à jour et qu'on se remette à niveau avec cette nouvelle règle. Ça va. Il va falloir remettre nos travails sur les établis les amis pour voir ce que ça donne. Et bah, je propose qu'on se lance sur le roster de ligue. Et puis justement, je vais te demander aussi de te projeter, puisqu'on va essayer de voir les choix que tu vas faire. Au niveau de l'expérience de tes joueurs, on fera une petite journée 1, journée 2, peut-être une journée 3 si on a le temps. Mais avant ça, voilà, ça apparaît le roster que tu m'as envoyé. Le roster à 1 million avec 4 guerriers du chaos. Le reste 7 chèvres, donc 7 hommes bêtes et 3 relances. Et on arrive tout pile à 1 million. Pourquoi ce choix? Pas avoir mis un big guy. Salut Morrigan. On peut enlever une relance et puis transformer un homme bête en troll dès le départ. Alors pourquoi est-ce que... C'est possible. Mais après, ça c'est ma version à moi, puis je t'avais même mis une version alternative. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun en fait. Je pense que ce roster effectivement il est moins bon que celui auquel tu penses, avec un big guy en plus ou un appôt en plus et une relance en moins. Après moi je me projette plutôt sur le fait que la ligue dans ta proposition elle faisait 10 journées ou plus. Ouais. Et du coup l'idée c'est quand même de faire un roster le plus stable possible au bout des 10 journées. Et du coup, le fait de prendre la 3e relance tout de suite, ça permet de ne pas avoir à l'acheter plus tard, ou à dépenser beaucoup de pex pour avoir un chef, quoi. Et du coup, ça permet d'avoir peut-être un roster un tout petit peu moins bon au jour 1, quoi, mais à la 10e journée, de forcément avoir ton apothicaire que tu vas chercher en premier, plus ton big guy. Puis après, éventuellement, si t'as pas trop de pertes, d'avoir un 13e joueur avec une biquette en plus, quoi. Après, il manque de relance dès le départ. C'est quand même il n'y a aucune compétence de jeu. Et c'est vrai que commencer avec 2 relances, c'est dur. Hein. C'est vrai que même un big guy. Mais les chaos, de façon traditionnelle, et je pense que ça va continuer sur cette version, ils sont vraiment durs à jouer les premiers matchs. Si tu gagnes un de tes 2-3 premiers matchs, déjà tu peux être content, je pense. Mais après, c'est vrai que plus tu as d'expérience, plus tu as de compétences, et plus normalement, en fin de ligue, tu peux commencer à devenir très solide. Quoi. Eh ben, je vais te mettre en situation, puis je vais te demander de faire des choix. À la fin de ta première journée, qui s'est plutôt bien passée, t'as un guerrier du chaos qui a fait 2 sorties. Donc il a 4 pex. Est-ce que tu veux lui tirer une compétence au hasard ou est-ce que tu attends une sortie ou un touchdown de plus pour pouvoir lui mettre une compétence choisie à la suite? C'est une bonne question. Sincèrement, je vais te dire, ça va dépendre de si j'ai abordé cette ligue avec un esprit très compétitif ou si je me dis ou si je veux juste m'amuser. Je pense que moi, j'aurais bien tendance, tu vois, à faire du full aléatoire, du style, vraiment à tester. Déjà, rien que pour tester cette règle et d'avoir le plus de compétences possible, même si tu en as certaines qui sont moisies, sachant que tes joueurs vont pas beaucoup évoluer en termes de rating. Du coup, je partirais bien dans l'idée de faire vraiment une équipe du chaos, mais en choisissant que des compétences aléatoires, d'en avoir le plus possible, et que ton équipe au final ait plein de compétences. Et qu'elle ne soit pas très élevée en termes de rating. Tu vois, quitte à ce que quand tu prends une compétence, si tu vois que c'est une compétence qui peut être vraiment combo avec une deuxième, tu choisis ta deuxième en dépensant un peu plus de dex, à voir quoi. Mais du coup, je te dirais, vas-y, on prend une comp. Compétence aléatoire. Bah ouais, carrément. Alors comme c'est un guerrier, par contre, il faut choisir entre force et général. Oui. En mutation. Et mutation. Et mutation, oui, tout à fait. Du coup,
Toi, j'irais bien jusqu'à tordre le concept jusqu'au bout et tirer 1 des 6 sur 1, 2, c'est une compétence générale. Sur 3, 4, c'est une compétence de force. Et sur 5, 6, c'est une mutation. Quoi. Tu veux plus du tout prendre de décision à Blood Bowl. Exactement, moi je joue en mode full l'araigne. C'est un tribute. Pour ceux qui connaissent pas, l'araigne, c'est un joueur de la Lutèce qui a fait beaucoup de choses aléatoires. Donc aléatoire. Est-ce que tu, si t'as envie d'être un peu plus, comment dire, de gagner le playoff, tu conseillerais la même chose ou sur tous les guerriers du chaos au hasard, ou est-ce que tu prendrais quand même, je sais pas, quelques guerriers du chaos bloc et après le reste au hasard? Ouais, bah écoute, c'est une autre façon de voir l'affaire, effectivement. Si tu peux décider de camper tes guerriers, parce que c'est comme les joueurs clés avec des compétences qui vont stabiliser ton jeu. Bah, du coup, en essayant de prendre plutôt un bloc en première compétence, puis après des gardes ou des choses comme ça. Quitte à faire que des comptes aléatoires sur les hommes bêtes. Ça peut être une façon un peu plus intelligente, entre guillemets, d'aborder la saison. Tu parlais de prendre des comptes aléatoires sur des joueurs et que s'ils tombaient sur une comp intéressante, choisir la deuxième comp derrière si vraiment ça va monter. Il faut juste savoir une chose, c'est que si on commence pour un joueur qui avec une comp aléatoire puis une choisie, ça lui fait un total de 11 points d'XP. Tu peux remettre le tableau d'avant, Charlie. Ouais. Mais si tu commences en choisissant ta première comp et en prenant un deuxième en aléatoire, t'as 6 plus 4, donc t'as 10 XP. Donc en gros, pour atteindre le même niveau, c'est pas le nombre d'XP dépensé. Est-ce que du coup, c'est peut-être pas plus intéressant de choisir la compétence en premier que l'on veut, genre bloc, lutte ou je sais pas quoi, et de prendre la deuxième. Parce que dans l'idée, toi, moi je partirais sur que des comptes aléatoires, donc de faire première aléatoire et deuxième aléatoire. C'est vraiment circonstanciel. Si jamais ta première compétence aléatoire, elle peut être vraiment combotée avec une deuxième que tu peux choisir. Dans ce cas-là, voir au cas par cas. Quoi. Tu pars sur ce qu'on t'offre et après tu optimises par rapport à ça. Exactement, ouais. Moi, j'irai bien par là, ouais. Eh ben, je te propose qu'on tire au hasard la compétence sur ton guerrier du chaos. Tu veux vraiment tout faire au hasard ou tu choisis quand même la catégorie? Après, j'ai pas la liste des compétences en tête. Ah bah, de toute façon, je vais tirer au hasard. Alors, je sais pas pourquoi ça veut pas fonctionner là sur le stream. Normalement, c'est ici. Donc ça veut pas marcher, donc je pourrais pas vous afficher le tableau avec toutes les compétences, mais moi je peux tirer au hasard et voir. Laisse-moi deviner le marteau pilon encore. Ça dépend, c'est une compétence de force. Il a tiré 3 fois de suite. Attends, marteau pilon, moi j'aime bien. Hein. Sur un guerrier du chaos. Sur un guerrier du chaos, c'est à voir. Quoi. Titou qui nous dit 0 hasard dans tes futures compositions d'équipe. Eh ben, je suis moins certain que toi. Je pense qu'il y aura la base qui sera peu de hasard pour les équipes bien stuff, et puis il y a toute une partie des 3/4, des personnes qui peuvent prendre n'importe quelle bonne compétence, qui va pas être pris au hasard, aussi parce que ça fait des compétences moins chères. Que la TV elle va être importante, parce que si on a une TV trop haute, on va avoir en face des stars. Et on va pas avoir envie d'avoir des stars en face de soi. Non, il en a marre de Griff. Sur le terrain. Chier, quoi. Il est fort, ce Griff. Ouais, et il est même plus fort maintenant qu'il peut jouer avec des halflings, des ogres, enfin des équipes qui auront des TV très bas. Et relancer une de ses actions qu'il veut dans la partie. Oui. Parce que et solitaire en plus, parce que ça suffisait pas. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, les deux amis, là, si vous pensez qu'en tournoi, comme Galanti le souhaiterait ardemment, est-ce que les tournois vont continuer à autoriser les champions, ou est-ce qu'ils vont dire comme c'est chaud là, ou comment ça se passe de chaque organisateur, mais moi personnellement je les refuserais. Même pour les tiers 3, ou alors ouais, moi même pour les tiers 3, en fait ce qui gêne c'est les champions les plus forts, là, les griffes, comme il s'appelle le nain blanc là, le Gombindal. Ben, eux ils sont vraiment assez disproportionnés, assez pétés, et non, ça peut passer un tiers 3 facilement un tiers 2, quoi. Ça peut corriger tellement de choses à eux tout seuls, et généralement quand on joue contre, c'est qu'on l'a un peu cherché avec une TV un peu trop haute,
Et en tournoi, bah, vu qu'on le verra tout le temps, il n'y a pas de. Je trouve que c'est. Non. Ouais. Je trouve que c'est trop déséquilibré pour que ce soit intéressant. Personnellement. Je pense que quand il y aura les champions qui seront acceptés, en gros, tout le monde jouera des champions. Et c'est un peu comme les kermesses où tu es obligé de choisir ton champion, je pense au Cognac Ball. Ouais. Et à ce moment-là, tu pars dans l'optique qu'il y aura des champions, tu choisis ton champion, tu fais ton équipe autour, quoi. Parce qu'ils sont tellement forts que face à une équipe classique, l'équipe classique, elle va souffrir. C'est pas qu'ils sont forts, certains sont. Pardon, je t'ai coupé. C'est que certains sont accessibles à des rosters qui n'ont pas de. Enfin, où ça. Ça va pas, genre Hackflame, là, le Gutter Force 3, 2 têtes, bras sub, qui est accessible chez les Nurgle, chez les Nindux. C'est beaucoup trop équilibré pour moi. Et la 9 a donné un avis sur les champions dans les tournois ou pas? Non, pas encore. Non. Ils ont dit faites ce que vous voulez, mais de mémoire, ils préconisent qu'il y a un déséquilibre quand même. Oui, c'est ça, ils disent qu'il faut faire attention. Mais je pense que oui. Après, les champions, c'était quelque chose qui était assez récent, on va dire, par rapport au tournoi. Hein. Donc, c'était très à la mode aussi parce que ça a été popularisé par la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Donc, comme en France, on a fait beaucoup de tournois qui reprenaient les règles pour s'entraîner. Ça avait été autorisé, mais avant, c'était quasiment pas autorisé, c'était que le tier 3. Après, moi, je pense qu'en tier 3, accepter un champion, ça va faire que les tier 3, ils vont être corrects, quoi. Il va falloir faire plus attention. Déjà qu'ils sont un petit peu meilleurs en général avec les règles qui sont sorties. Si on leur laisse un champion, là, ils peuvent faire du jeu, quoi. Il va pas falloir les traiter à la légère. On a pu voir avec l'explication des Halflings par Fairy Conk, Halfling sans champion, non, tu passes à côté de plein de choses. Enfin, c'est chaud. C'est soit trop, soit pas assez, en fait. Que ce soit avec ou sans champion. Ou alors, il faut autoriser les champions peu jouables. Comment il s'appelle la Dryade, là Willow, voilà. Mais bon, ça veut rien dire, quoi. Donc, ouais, c'est un peu compliqué à gérer. Moi, c'est trop... non. Trop équilibré. Je pense qu'on verra... comme après tout changement majeur de règles, il y aura un certain temps pour que le méta se stabilise et qu'il y ait des règles de tournoi qui vont émerger. Et on n'a pas qui feront l'unité. Voilà. Puis il faudra des tournois tests, entre guillemets, pour voir ça. Et voilà, quoi. Mais bon. Moi, à première vue, non. Ok. À première vue, j'en mettrai pas. Moi, je sais pas si je pense que je ferai pas beaucoup de tournois où il y aura des champions sur une année. J'en ferai peut-être un ou deux, mais je ferai plutôt ceux où il n'y a pas les champions parce que c'est pas le même jeu. Ça va vite être très différent. Ça va vite changer de nouveau, c'est clair. Je reviens un peu sur le roster de ligue. Tu nous en as un petit peu parlé, mais je vais revenir dessus. Sur ce qu'il faut acheter par la suite. Alors dans la proposition que j'ai faite là, sur celle qui est affichée, moi j'irais comme un roster assez fragile, tu peux vite perdre un home-bet ou une biquette pour du match, donc j'irais acheter la peau en premier. Donc 50 et puis après économiser pour te choper ton biquette que tu souhaites, quoi. Ouais. Et en fonction de l'argent que t'as, soit prendre le troll parce que finalement on veut quelqu'un assez vite, soit aller chercher l'ogre si on est capable d'attendre un peu. Je rappelle... Ouais, ou après, parce que tu peux comme vite être amené à choisir ton big guy après la 4e ou 5e journée. Ça va être plus compliqué maintenant, justement, je voulais revenir là-dessus. Hein. Je rappelle que on gagne. Alors, on lance un des 3 chacun. Chaque personne lance un des 3, plus le nombre de fan factors, qui est de 1 au départ. Donc les fans dévoués, je crois. Dedicated fan en anglais, sur la nouvelle édition. Et le nombre de touchdowns qu'on a marqué. Donc alors, on fait l'addition des 2 jets des 2 joueurs, plus les fans dévoués, divisé par 2, ça donne l'argent qu'a chacun, plus 10 000 par touchdown marqué. Donc ça fait que... C'est minimum 20 000 quand même. Quitte à marquer 0 touchdown, parce que le fan factor c'est minimum 1, et t'as minimum 1 sur ton lancer de D3. C'est ça. Et l'autre, c'est pareil. Donc, au minimum, tu gagnes 20 000, ce qui est mieux que gagner minimum 10 000, comme actuellement. Oui, c'est vrai. Et après, par contre, il n'ira pas jusqu'à les 60, 70 000, 80 000 qu'on pouvait avoir. C'est ça, surtout en début de ligue, où, sauf si les personnes prennent tous beaucoup de points de popularité, donc de fans dévoués. Sinon, ça risque d'être comme ça autour de 30-40 000
Ouais, après, sincèrement, en Qui est moyenne, monté c'est-à-dire petit que à petit. parce que si tu fais la moyenne sur les 2 jets de D3, tu fais 2 à chaque fois. Mhm. C'est-à-dire qu'en moyenne, tu vas gagner minimum 30 000 par match, ce qui c'est pas non plus dégueu, quoi. 30 000 plus le nombre de touchdowns. Et puis après, C'est ça. plus tu vas gagner de matchs, et tu vas jouer contre des personnes qui ont gagné des matchs, plus il y aura des fans de chaque côté. Alors, tu vas pas, Sachant en gagnant, tu vas pas forcément jouer contre des joueurs qui ont aussi gagné. Si c'est Oui. une ligue Oui, c'est comme c'est la ça. Lutèce, Mhm. tu peux, après 5 matchs, jouer contre un mec qui a tout perdu, qui a un fan factor de 1 et Ah ouais, ne mais pas ça, gagner plus. tu fais bien de le souligner, Charlie, mais c'est que plus tu vas aller dans la ligue et plus tu vas avoir tendance à gagner plus d'argent. Mhm. Après, les team value, enfin les valeurs de fan factor vont évoluer. Et après, ouais, Le maximum reste à 6. Le maximum reste à 6 pour les ouais, fans. tu perds plus facilement et tu gagnes. Enfin, c'est le fait de gagner plus 1 ou moins 1 à la fin d'un match, c'est sur un D6, c'est ça. Et, C'est ça. C'est ça. Par rapport à Mais ton arriver score. Quand tu gagnes, il faut faire plus ou égal, et quand tu perds, il faut faire moins pour perdre. Ouais. C'est ça. Sincèrement, je sais pas si ça va changer grand-chose au final. Ça va permettre au KO d'aller chercher quand même assez rapidement son appôt, peut-être de match. Et puis après, son big guy, ça va être peut-être un peu plus long pour le big guy, non? Le big guy en J3, c'est peut-être moins évident à choper maintenant. Si tu commences avec 0 thune. Parce qu'avant, il pouvait se choper en J3, J4 si t'avais des jets, on va dire, pas trop dégueux en thune. Mais là, il faut affronter des adversaires qui ont beaucoup de fans. Et bon, je pense que ça va être moins évident de le choper vite. Plutôt en J5, J6. Et je sais pas si du coup, c'est pas trop tard en fait dans une ligue comme les UTS, une ligue à 15 matchs. C'est pas trop tard de choper le big guy dès la sixième journée. Je sais pas. Non, sincèrement, je pense pas. D'accord. Mais du coup, ouais, c'est selon les circonstances des premiers matchs, effectivement, tu auras peut-être tendance aussi. Je sais pas si, par exemple, tu joues consécutivement deux gros rosters bien lourds en J3, J4, peut-être que tu vas essayer de prendre ton 12e joueur en rachetant un homme bête juste avant pour avoir un peu d'homme ou avoir quoi. Ouais. Mais bon, sinon, sincèrement, je pense que ton big guy, parce que si tu prends un troll par exemple, le troll il n'a pas besoin de beaucoup de compétences pour être chiant et pour être là et pour toi même si tu ne le joues pas et que tu le mets juste là au milieu comme un couillon et tu lui fais pas, enfin tu le joues même pas pour pas qu'il perde ta zone d'attaque, bah il va quand même sacrément stabiliser ton équipe en mettant son 5 de force quoi. Tout à fait. Il sera quand même compliqué à passer quoi. Et puis il y aura enfin une régénération dans une équipe du KO. Ouais. C'est bien. Bon, alors, vas-y, dis-moi ce que je gagne comme compétence là. Alors, la compétence, finalement. Tu choisis quoi, force, ou tu veux que je tire au hasard pour savoir ce que tu prends? On va dire force. Force. Allez, je lance le dé. J'ai fait un 5, wow. Et j'ai fait un 4. Stabilité. Intéressant. Sur un guerrier, ouais. Sur un guerrier. Il y a un homme bête qui prend le JPV, donc 4 SPS. Donc, point de star player. C'est PSP d'ailleurs. Au hasard aussi. Au hasard dans les général. En général. Et ben, c'est 4 et 6. Et donc lutte. Oh, bah ça va. Bon choix, franchement. Je te tire bien les dés, hein, ça c'est. T'es le premier, t'es le premier qui choisit au hasard. J'arrive bien à faire des choses qui sont plutôt potables. Non, mais il y a quand même des compétences intéressantes. Hein. Donc là, le lutte, typiquement, l'habilité de lutte, elle est vraiment hyper intéressante, surtout contre tous les mecs qui ont esquive de base, les équipes de, je sais pas, Amazon, ou les Gobelins, ou les elfes, quoi. Ça va vraiment t'apporter un truc, c'est vraiment sympa. Et puis à t'assurer un blocage sur la loss, sur tes drives d'attaque par exemple, sans éviter de te prendre un turnover. Ce qui est bien avec les KO quand même, faut le dire. Et toi typiquement avec cette configuration, le mec qui a pris stabilité, pourquoi pas aller choisir sa deuxième comp pour lui mettre un petit garde par exemple. Et puis peut-être s'il y a plein de pex à la fin, un petit blocage, c'est vraiment chiant.
C'est Ouais. Prism sur le chat qui nous demande si dans un match tu gagnes 7 XP, on va dire que un guerrier il a marqué et il a fait 2 sorties, c'est un très bon premier match. Sur un seul joueur, est-ce que tu prends 2 aléatoires ou est-ce que tu fais un choix? Ouais, je prends 2 aléatoires. Là, dans cette configuration où justement je fais quasiment full aléatoire, on y va quoi. Surtout avec le bon début de tes compes. Est-ce que si t'avais eu des compes qui servaient moins, on va dire... cela dit, je tiens à souligner que tu avais dit que j'avais bien commencé et j'ai fait que 2 sorties et un JPV, donc j'ai quand même perdu le match quoi. Non, parce que c'était la suite, tu vois, Prism il fait, t'as marqué avec un guerrier du chaos qui a fait 2 sorties aussi. Ah ouais. Ok, c'est le même. Et 7 pex. Donc tu fais 2 aléatoires directement dessus, c'est ça? Du coup, tu vois, dans ce cas-là, je fais premier aléatoire et puis après je vois en fonction de ce qu'il a pris comme compétence. Et je choisis si je garde mes pex pour plus tard pour choisir une comp ou si je fais une deuxième aléatoire. Et tu veux tester encore en force ou tu changes? Mutation générale, force. Typiquement sur le guerrier du chaos, s'il avait pris une compétence un peu moins bien, style marteau pilon, du coup j'en prends une deuxième aléatoire quoi. Et s'il prend une bonne compétence comme... Cela dit, s'il prend marteau pilon, après il peut prendre joueur vicieux, c'est ça? C'est ça. Oui, il peut. On va aller chercher joueur vicieux pour... Ou sournois, c'est un double. Sournois, c'est un double. Ah non, sournois, c'est un double, c'est chiant. Ouais. Parce que du coup, il sera théoriquement tout seul pour faire son agression. Quoi. C'est vrai que maintenant, les 3 quarts qui ont accès à force et général en simple, le marteau pilon, joueur vicieux, on peut en voir plus souvent maintenant. Ça peut tomber. Les hommes bêtes, ça peut tomber, ouais. On peut aller les chercher même. Vas-y, on fait le test, Pink. On fait le test. Tu commences par quoi? Force pour le premier? Donc c'est un guerrier du chaos, toujours? Guerrier du chaos, ouais, vas-y, force. Alors j'ai fait un 5 et un 5. Ah ouais, ça marche pas, faut relancer, parce que c'est bras musclé et comme il peut pas lancer, ça fait un truc de moins. Donc 3, donc le début du tableau, bien. Et 5. Garde sur le premier. Dis donc, ça va? Attends, Pink, je vais t'embaucher pour toute la partie. Et donc là, tu continues aléatoirement le deuxième, une fois que tu as un garde, où finalement tu dis, garde, c'est une bonne compétence, mais il pourrait être mieux s'il a un bloc, j'attends pour le mettre un bloc. Exactement, donc là, tu vois, dans ce cas-là, je pense que je vais garder les comptes pour choisir la deuxième. Ouais, oui. Ok. Ça va, on se plaint qu'on peut plus avoir un plus 1 AG dès la J2 avec un jet de chatard, non, toi tu tires lutte, garde... attends, ouais. Ça va arriver, hein. Bah oui. Ça va arriver, ceux qui... Puis il y a ceux qui vont prendre 3 marteaux pilons sur les 3 premiers jets et qui vont dire, qui vont arrêter de jouer, quoi. Là, je suis juste triste que ce soit une ligue virtuelle qui n'existe pas. Je vous propose de passer au roster de tournoi. Parce que si tu voulais rajouter des choses, je pense qu'on a bien compris la manière que tu as de penser l'évolution dans la ligue. Ouais, écoute, après, moi, je voulais juste dire que voilà, c'est peut-être ma façon, moi, de penser le roster. Et que chacun aura une façon différente de le faire, et c'est normal, quoi. Oui. Et les mutations? Les mutations, si, moi je... Au hasard aussi? Ou tu veux choisir tes griffes et puis c'est tout? Non, sincèrement, justement, je pense que pour le roster de tournoi que je t'ai proposé, je vais prendre des mutations. Prends des mutations, ok. Alors on va voir le premier roster de tournoi un peu plus classique, et le deuxième, t'as dit tout aléatoire, j'ai fait des choix, donc tu vas voir ce qui va être tombé. Très bien. Alors le premier... alors l'idée, donc on fait le premier roster de tournoi. Non, c'est le deuxième. Pourquoi il dit... Ah, il manque le premier. Ah, ça c'est pas normal ça. Je vais aller rechercher. Le premier c'est facile, il y avait 6 compétences, j'avais mis... je pense que j'avais mis l'ogre. Il y avait l'ogre, c'est ça. Mis l'ogre. Attends, je dois l'avoir. J'avais mis l'ogre, donc 4 guerriers, 7 biquettes pour faire 12 joueurs, je pense que j'avais pris la peau. T'avais l'apothicaire, j'étais à 12 avec l'ogre, 4 guerriers blocs, un homme bête prissure, donc dextérité. Ouais, donc j'avais... C'est ça, un ogre griffe ou garde, ou griffe, tu savais pas encore.
Ouais, en fait, j'avais mis les deux pour dire voilà, c'est selon ta façon de jouer en fait. Ouais. Le de garde, relance. c'est pour stabiliser le roster et le griffe c'est pour essayer de pousser un peu plus. Alors, je vais essayer un truc, on va voir si ça fonctionne. Et il te restait, donc tu avais 2 relances, un apo. Il te restait 20 000, oui, dans le calcul. Justement, tu mettrais quoi pour ces 20 000 ça marche pas. Non, tu l'as pas? Non, je sais pas pourquoi. Il est enregistré sur mon ordinateur, mais il veut pas passer sur le chat, sur le stream. Il y avait une modif à faire, peut-être que ça n'a pas mis, tu sais, la modif de. Et je ne sais pas. De la peau. Bon, c'est pas grave. Et donc, oui, du coup, je reviens pour les 20 000. Tu préférerais mettre quoi principalement? Soit 2 assistants pour essayer de gagner ta 3e relance, vu que maintenant ça a changé sur le tableau de coup d'envoi sur un set. Soit les pop-up girls pour le. Je maîtrise pas trop le coup d'envoi. Enfin, je l'ai lu, je l'ai parcouru, j'ai vu que la pop ça servait plus trop pour gagner la relance. Non, maintenant c'est les assistants, c'est un D6 plus assistant et c'est un résultat de 7 au coup d'envoi et pas 8. D'accord. Non, moi j'aurais plutôt tendance à mettre un assistant et une pom-pom pour essayer d'optimiser sur les deux. Alors, pom-pom, c'est plus pareil. C'est un 6 sur le truc et ça fait gagner une prière à Nuffle. Ça fait plus gagner de relance. Ouais, mais c'est marrant. D'accord, ok. Ah, je crois que tu voulais optimiser pour les relances des deux. Non, alors le truc sur ce roster, donc je t'ai fait une proposition qui me semble assez stable de roster pour le tournoi du KO, donc en mettant bloc sur tous les guerriers, donc éventuellement garde sur le logre et ensuite dextérité sur un numbet. Et du coup, il n'y a que 2 relances effectivement parce que je fais rentrer l'apothicaire plutôt que la 3e relance, ce qui est un choix qu'on peut discuter d'ailleurs. Mais du coup, le fait d'avoir dextérité, ça t'évite de dépenser des relances pour prendre le ballon sur tes drives d'attaque. Et ensuite, t'essaies d'assurer le plus de blocs possible avec tes guerriers dans tous les sens. Et du coup, t'as quand même un peu moins besoin de relance que si c'était pas le cas. Maintenant, c'est vrai que là, c'était la construction de roster de Charlie qui faisait ce choix-là. Parce que c'est quand même c'est pas une construction de roster qui est idéale pour les KO 5 KO, ils ont quand même besoin de beaucoup de pecs et beaucoup de compétences. Du coup, moi j'aurais plutôt tendance à privilégier les tournois où ils sont au tier 3 et ils ont un peu plus de choix, un peu plus de potentiel de compétences supplémentaires. Là, tu peux mettre un chef en plus et du coup ça stabilise encore plus le roster et puis tu peux prendre peut-être un double sur le big guy ou tu peux stacker une compétence sur un guerrier ou sur un homme bête et donc à voir quoi. Si tu peux mettre 2 compétences simples, tu choisis quoi? Tu peux stacker les compes. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Tu peux mettre un blocage garde sur un guerrier. Un garde c'est jamais inutile. Ou tu peux mettre un dextérité blocage sur une biquette pour être le plus efficace possible contre des rosters qui vont essayer de venir t'arracher le ballon. Tu peux mettre un petit griffe châtaigne si tu as envie de jouer sur la destruction, le côté destructif du roster. C'est selon les envies quoi. Ok. Bon c'est affiché hein. Ok. Le roster c'est affiché. Donc un roster très safe au final, avec du blocage, dextérité en plus, et puis tu disais c'était garde ou griffe, c'est en fonction, si on est joueur, si on l'est pas. Si tu joues la stabilité à fond, tu mets garde plutôt. Comme ça tu le joues peu, tu le places et tu le joues pas beaucoup, et si tu mets griffe, t'as tendance quand même un peu plus le jouer, parce qu'il faut que ça fonctionne. Je rappelle encore une fois, je sais pas si t'as vu Pedro, mais griffe et châtaigne ne peuvent plus se combiner. C'est-à-dire si tu fais 7 à l'armure, face à un armure 8 ou plus, ça ne passe plus. Ça reste quand même fort. Hein. C'est plus aussi fort qu'avant. C'est plus un. C'est moins destructeur face à l'armure 8. C'est ça. Voilà. Ouais, tu peux quand même bien l'optimiser sur des Saurus par exemple. Surtout si c'est un ogre. Oui. Ça reste pas mal quoi. Ouais. Mais bon, ça a été un peu nerfé quand même. Donc, tu vois, contre des Sylvains, tu peux essayer d'aller choper ça change rien. L'homme arbre qui a du terrain là. Tout à fait. Il faut du monde dans une équipe du chaos. Il faut du monde. Parce que... C'est un choix. Hein. C'est sûr que 12 appos,
C'est toujours, en fait, le roster est assez cher et du coup, t'as jamais la possibilité d'avoir tout ce que tu veux dans ce roster. L'idéal, ce serait d'avoir 12 plus Apo, plus les 3 relances. Et là, t'es vraiment ceinture bretelle. Maintenant, il a toujours fallu, en tout cas sur les rosters, les tournois avant cette édition, il a toujours fallu faire un choix, parce que t'as jamais assez de pognon pour tout prendre. Du coup, après, c'est selon sa sensibilité. Moi, j'avoue que j'aime bien le 12 Apo. Parce que l'apothicaire, il peut te permettre de faire rester un guerrier qui se prend un petit KO sur le terrain. Et les guerriers sont quand même relativement super importants quand même dans l'ensemble. Donc ça vaut le coup. Quoi. Ouais. Et là, si tu devais, par exemple, remplacer 2 compétences par une double sur un homme-bête chef, par exemple, pour être à 3 relances, est-ce que ça vaudrait le coup ou c'est trop cher payé, je pense? Enlever, par exemple, prise sûre et soit la garde de l'ogre, soit un blocage. Ouais, je comprends le choix. Maintenant, je pense que c'est cher payé quand même. Non, parce que t'as pas cette compétence. Ouais. La compétence que prise sûre, elle permet aussi d'avoir moins besoin de terre lance. Tout à fait. Okay. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, parce que sinon, c'est mieux d'avoir une piquette avec un petit lutte, par exemple, comme tu m'as généreusement offert ça sur la ligue. Ou même une garde sur un homme-bête, c'est ultra bien aussi. Quoi. Mais du coup, c'est vrai que par exemple pour la World Cup 2019, là, le roster KO était assez privilégié dans le sens où il était tier 3, donc on pouvait commencer de mémoire avec 7 compétences et en avoir jusqu'à 11 à la fin du tournoi. Et ça permettait en J1 que Chaos, tu avais tous tes guerriers étaient compés, tu pouvais avoir pris le choix de mettre un bloc sur ton Minotaur, plus un garde, plus un dextérité sur un homme-bête. Enfin, c'était assez puissant. Quoi. Ça faisait la différence face au tier 1 qui avait que 3 compétences. Oui, c'est sûr. Exactement, oui. C'est vrai que tu avais un peu l'avantage sur la première journée. Puis en dernière journée, tous tes mecs étaient compés, donc c'est un peu dommage parce que fallait que tu en mettes sur la losse, sur tes drags de défense. Et, du coup, la tristesse, c'est triste. Pas de chance. Voilà. Non, je préfère le mettre en réserve. Je propose qu'on regarde le deuxième roster que tu proposes pour le tournoi, full aléatoire. Voilà, donc ça c'est plus pour les tournois où du coup tu vas un peu en dilettante, où tu te dis je vais plus pour m'amuser que voir. Et surtout que j'étais parti dans l'idée qu'à chaque début de match, en fait, tu vas retirer toutes tes compétences. Peut-être que c'est une fois au début du tournoi, j'en sais rien quoi. Mais du coup, je me suis dit potentiellement tu peux jouer 5 équipes vraiment différentes, ou toi 6 équipes vraiment différentes. Il faut quand même bien s'adapter. Hein. Ça demande une grosse adaptabilité et ça demande beaucoup de lamelles de compétences à mettre sur tes joueurs et à te souvenir toi aussi. Mais je trouve ça en même temps, je trouve ça intéressant. Quoi. En anneaux de compétences. Ah, les anneaux de compétences, là, il faut que ça soit marqué dessus, hein, parce que sinon... Je pense qu'il a ce qu'il faut. Sans vouloir faire de pub, quoi que ce soit. Ouais, mais elles sont pas toutes peintes. Ah merde. Oh, zut. Et donc j'ai fait ça, j'ai mis de la force pour les 4 bloqueurs. Ok. Donc les 4 guerriers du chaos, j'ai tiré 2 esquives en force, un juggernaut, un projection. Ouais, c'est sympa. Moi, donc ça donne une mobilité. J'ai pris 5 générales sur les biquettes, parce qu'au final je trouvais que pour les biquettes c'était pas trop mauvais, les générales, il y avait toujours des choses un peu intéressantes. On a une biquette parade, hein, c'est toujours ça de prix, hein, c'est pas ce qu'on aurait choisi, mais bon, une fois qu'elle est là, ça peut servir. Bon, une intrépidité, je pense là ça servira quand même moins. Poursuite, qui a été nerfée, pro, qui est bien, lutte, qui est bien. Ouais. Et 2 mutations, et j'ai pas eu de mutation offensive, hein, j'ai eu bras supplémentaires et main démesurée. Alors, main démesurée, c'est pour pas avoir la mal. Tu as une zone de que tu ramasses, ouais. Et barre supplémentaire, c'est pour mieux recevoir le ballon dans plus 1 à la réception. Et au pick-up. Ah, au pick-up aussi. Ouais. Eh ben écoute, c'est sympa, hein, ça fait un peu une équipe, toi, boîte à outils. Et il a quoi l'ogre du coup? Et l'ogre, il a garde. Oh putain, c'est bien ça. Écoute, moi, sincèrement, tu joues une équipe avec 12 compétences contre des équipes qui n'en ont que 6, ou 5 s'ils ont choisi d'avoir un double. Sincèrement, c'est marrant quoi déjà. Ça peut le faire quoi. Ouais, tout à fait. Alors du coup, tu auras tendance à mettre ton mec à poursuite et ton mec intrépide sur la losse, forcément.
Et parade. Et éventuellement le parade. On met l'ogre sur la losse ou on met pas l'ogre sur la losse? Non, on met pas. On met pas l'ogre, hein, on met les l'ogre, hommes bêtes. La question se pose plus que quand t'as un Minotaur. Le Minotaur va jamais le mettre sur la losse en défense, c'est sûr. Donc moi j'aurais tendance à mettre le biquet. Je vois qu'en ligue, on n'a pas parlé de la compétence esquive en force. Tu l'envisages pas du tout sur les guerres de chaos? Tu y vais à 2+, notamment. Sincèrement, c'est sympa, hein, esquive en force. Enfin, la nouvelle version, là, en tout cas. Autant ça va moins servir au big guy. Autant sur des hommes bêtes, sur des guerriers, franchement, ça suscite la réflexion, en tout cas. Ça reste 2+ sur un ogre avec esquive en force. Un troll, je crois que c'est 3+. Oui. Ça te met plus 2. Ça fait plus 2 quand on a 5 de force, mais il faut voir aussi que avant c'était 2 têtes, on pouvait déjà le mettre, enfin c'était déjà potentiellement utilisé sur les joueurs, c'était pas tant choisi que ça, mais maintenant on peut faire les deux. On peut faire un esquive en force. Admettons, toi tu prends un homme bête, t'en fais ton porteur de balle, tu lui mets 2 têtes esquive en force et puis et dextérité ou je sais pas, une compétence un peu défensive style blocage ou esquive. Le gars il va tout traverser partout dans tous les sens, quoi. Ouais. C'est vrai, ouais. Donc franchement ça peut je trouve que l'esquive en force c'était une compétence qui était utilisée que par les big guys et sa modification, le fait que ça maintenant elle va être beaucoup plus utilisée, je pense. Moi je pense que ça va permettre aux équipes lourdes qui peut-être vont se faire bloquer par la compétence défenseur je crois en français, de pouvoir jouer la mobilité quand tu auras besoin. Défenseur qui enlève les gardes sur la phase d'attaque de l'adversaire. Beaucoup joué défenseur, parce que je ne sais pas. Nos invités, je sais. Non, ils ont, mais aussi parce qu'on la connaît pas, donc on n'a pas tendance à la visualiser. Moi, je pense qu'un guerrier du chaos garde défenseur, ça commence à être compliqué de bouger la losse, quoi. Parce que ça veut dire que tes gardes ils marcheront pas contre les guerriers qui seront collés au défenseur et que lui il mettra les gardes en plus sur la ligne. Pour moi, défenseur, c'est une bonne compétence si t'as beaucoup en force. Genre l'ogre, garde défenseur, ça veut dire qu'on peut plus le taper dessus s'il est en ligne. Si t'as pas 5 de force. Est-ce que ça vaut toujours mieux qu'un bloc c'est pas sûr. Ouais, c'est compliqué. Ou alors t'es du genre à jouer les doubles en aléatoire, mais on a vu très peu de personnes, hein, pour l'instant, je crois pas qu'il y ait une personne qui m'a dit je fais des doubles aléatoires. Faire des compétences d'agilité en aléatoire sur une compétence, sur un truc un peu lourd ou pour un porteur, pour 4-5 niveaux, pardon. Tu te dis bon allez, les dernières, vas-y. Aléatoire, mais bon. Mais oui, non, c'est pas. Dans la ligue courte, je pense pas. Voilà. Ouais, mais en fait, ça ramène à ce que je disais tout à l'heure. Ces nouvelles règles, c'est bien parce que ça va y avoir plein de nouveautés, plein de choix qui vont nous paraître étranges et qui ne le seront peut-être pas, ou plein de choix qui vont nous paraître pertinents et qui ne le seront peut-être pas aussi. Enfin, sincèrement, ça va être un bon moment pour jouer à Blood Bowl, je trouve. Et je pense que ça va être un peu le mot de la fin, ou un des mots de la fin, sauf si tu voulais rajouter quelque chose sur le chaos qu'on n'a pas dit, ou des questions qu'on t'a pas posées. Pedro ? Non, juste une petite dédicace à notre champion du monde KO qui aurait-il mérité sa place parmi nous. Il était peut-être plus légitime que moi pour parler du KO. En l'occurrence, c'est merde. Alchemy. C'est Alchemy, c'est un joueur de la Lutèce, mais c'est son seul tournoi KO. C'est le seul tournoi KO qu'il ait fait. Ouais. Pour la crise qu'on appelle. Mais ça a bien fonctionné, Alchemy. Ah bah oui. Il fait quoi? Je sais pas combien il fait, 6-2-1, un truc. Non, il fait un. Je me demande s'il fait pas 7-1-1 même, tu vois. 7-1. Ah, peut-être. Je sais plus. Il fait combien, Willem? Il fait 8-1-0, un truc comme ça? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ok, ouais, donc. Ouais, d'accord. Après, c'était vraiment sympa cette Coupe du Monde de voir autant de Français sur le podium à la fin, c'était vraiment sympa, quoi. Même si ça a duré entre 5 et 10 minutes. Bon. Ouais, mais si tu te souviens de la Coupe du Monde en Italie où
La remise des prix Elle avait été longue, c'est vrai. elle avait été longue de ouf, quoi. Là, c'était bien, il y avait le groupe de musique au début, c'était vraiment super cool, quoi. Oui. Enfin, franchement, les trucs, c'était une belle remise des prix, quoi. Et pour tous ceux qui font pas du vis-à-vis, on vous encourage à faire du vis-à-vis, et notamment la Coupe du Monde de Blood Bowl, où il y a des milliers de Blood Bowlers qui sont réunis. Et c'est chouette, c'est une grosse ambiance. En 2019, en Autriche, on était combien? On devait être 1100 en Italie en 2015, à Lucini. Comment j'étais 900 et quelque chose. 900. Ah oui, bon, 920. 1400 nous dit Eteran, j'aurais dit quelque chose comme ça aussi. Prochaine en 2024. Peut-être. Peut-être. L'Autriche, c'est moins sûr ça. Ça par contre, je pense que. Et pour les encore plus vieux, donc la précédente c'était donc en 2011 à Amsterdam, on était 450 ou 475. Et la première en 2007 à Nottingham, où on était pas loin de 250 ou un peu plus. On avait tellement rempli le Warhammer World qu'ils avaient été obligés de faire des matchs dans un pub qui était genre 15 minutes de marche des locaux de Games. Et du coup, il y a des gens qui devaient faire le trajet entre chaque match parce que c'était les dernières tables qui étaient dans le pub. Les autres dernières tables. Amsterdam aussi, les dernières tables dans un pub à côté. À Amsterdam, il y avait aussi des équipes qui n'avaient pas pu participer faute de place, quoi. Oui. Et c'était là, c'était dommage. D'ailleurs. Ça, c'était dommage. Enfin bon. Eh ben, je vais proposer qu'on s'arrête ici. Merci beaucoup, Pedro, d'être venu pour répondre à ces questions sur le chaos. Merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement, c'était super sympa avec la situation là qu'on vit actuellement. C'est dur de voir du monde et c'était presque que de faire un match en vis-à-vis que de participer à votre podcast. Donc merci. Et encore une fois, même quand j'ai le match, tu chattes sur les G. Merci. Oui, parce que c'était 3 compétences fortes, je suis d'accord, mais après il y a quand même des compétences moisies, je suis d'accord avec vous dans les catégories, mais il y en a aussi des bonnes, quoi. Donc, oui, bien sûr. Oui. Franchement, voilà. Moi j'aime bien ce côté-là, toi. Merci Bud d'être venu et d'avoir pu suppléer à Galantil. Il n'y a pas de problème. Pendant qu'il était parti chouiner sur les elfes noirs, il n'y a pas de problème. Et pour la semaine prochaine, on a déjà le planning. On va avoir Gronin qui vient nous parler des hommes lézards et Pilaf qui vient nous parler des slams. Bien. Et bonne soirée à tous. Et puis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à faire du Blood Bowl en attendant, même si c'est sur un jeu vidéo. C'est déjà tout ça, c'est déjà ça de prix. C'est pas mal. Ouais. Allez. Salut. Et à tous. À bientôt.